Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin du Bouquin. Aujourd'hui, je suis dans le bassin d'Arcachon. Il fait un temps magnifique, c'est génial. Je suis installé chez Philippe Ekman, je le dis bien? Oui, exactement. Ekman, donc qui est installé dans le bassin d'Arcachon. Une jolie petite maison avec, là on est devant une baie vitrée. C'est magnifique, on croirait qu'on est tout seul au monde et c'est top, vraiment top. Et je suis venu pour vous parler aujourd'hui de son dernier bouquin qui s'appelle « Sur la piste d'Hermès, les chercheurs de la substance ». Voilà. Merci Philippe de nous recevoir chez toi, avec grand plaisir, dans ton intimité, pour parler de ton dernier bouquin. Et pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer qui tu es, ton parcours, et surtout comment tu en es arrivé là? Alors, le problème c'est que l'explication ne va pas être simple, elle est forcément un peu complexe. C'est un ouvrage qui vient de très loin puisque j'ai rencontré, il faut le dire comme ça, l'alchimie quand j'avais 18 ans. D'accord. J'avais 18 ans, à l'époque je me destinais à une carrière d'ingénieur, je faisais une préparation aux arts et métiers à Toulouse. J'avais assez bien réussi mon bac, mais on m'avait orienté vers ce destin de technicien qui était peut-être un peu au-dessus pour moi de mes possibilités. Et donc, étant dans une classe préparatoire aux arts et métiers, j'ai assez vite décroché par rapport au niveau mathématique qui était requis. Et j'avais lu, peu de temps avant, un ouvrage de Berger-Pauwels, voilà, Le Matin des magiciens. Ah oui, Le Matin des magiciens, bien sûr. Qui était à l'époque quelque chose d'absolument nouveau. Enfin, c'était une ouverture sur le grand public de la question hermétique et alchimique. Et donc, au lieu de faire ma prépa aux arts et métiers, j'ai fait une préparation à l'hermétisme. Et j'allais donc à la bibliothèque municipale de Toulouse étudier des ouvrages d'alchimie. D'accord. Et ça ne m'a pas quitté. Voilà. Alors je ne suis pas devenu un opératif, je suis resté un chercheur spiritualiste et psychiste, on pourrait dire ça comme ça, théoricien. Mais l'alchimie implique qu'on engage tout son être en réalité. Oui, bien sûr. De cette période-là est né ce bouquin. Alors, ces ouvrages, mon travail d'écriture est tardif, puisque j'avais 18 ans, j'en ai 66, et l'ouvrage que j'ai écrit avec Philippe Deschamps, enfin, c'est lui qui l'a écrit, il m'a surtout invité à écrire un chapitre dans son ouvrage, donc je suis un invité dans cet ouvrage, c'est surtout son travail, ça date d'il y a quelques années. D'accord. Alchimie, pour une autre conception du monde. Absolument, je crois que quand on s'intéresse à l'alchimie, si on s'y intéresse sincèrement, on découvre que le projet de transformer le plomb en or, c'est un argument mineur par rapport à la véritable question de l'alchimie, qu'on pourrait beaucoup mieux comprendre si on partait par exemple des textes classiques. Fulcanelli a fait valoir la valeur des enseignements grecs. Si on partait des métamorphoses d'Ovide par exemple, on comprendrait beaucoup mieux l'hermétisme dans sa version grecque, il y a la version aussi égyptienne, etc. C'est vraiment une autre conception du monde parce qu'il s'agit de comprendre comment une chose se transforme elle-même, par elle-même et en elle-même pour donner naissance aux multiples. Du un au multiple, c'est un thème platonicien. Platonicien, oui, tout à fait. Donc, alors pour continuer un petit peu dans la progression, l'alchimie d'abord, ensuite. Alors l'alchimie, ça c'est l'argument philosophique de ma démarche. Très vite je me suis rendu compte que je ne connaissais rien à rien et que j'avais besoin, comme tout élève, parce que au fond dans ma préparation aux arts et métiers j'étais un élève, j'ai décidé d'être un élève de l'ésotérisme et de la tradition. Voilà. Et au lieu de faire une démarche, une recherche brouillonne, je me suis adressé à une structure. Donc j'ai décidé d'être rosicrucien, rosicrucien à Morques. Je le suis encore, ça fait plus de 40 ans. Et sur cette longue démarche, qui est une démarche alchimique, elle aussi, qui ne fonctionne pas sur le minéral, mais sur l'humain lui-même, c'est une démarche d'alchimie spirituelle.
À côté de ça, j'ai ouvert d'autres pistes de travail, comme le bouddhisme, l'Agni Yoga, qui est un enseignement donné par Léna Roerich. Le couple Roerich est un couple extraordinaire. Lui, Nicolas, est un des précurseurs de l'ONU. Donc, Agni Yoga, bouddhisme, science, philosophie, bref, j'ai commencé à être un vrai autodidacte tout en étant un élève en cyclo-sciences. D'accord. Alors, ça c'est ton deuxième, celui-là? Alors, ça c'est le fruit d'une commande qui m'avait été adressée. On m'avait demandé, une fois que j'étais un peu connu par mon premier travail, on m'avait demandé de faire une recherche et une tentative d'explicitation, de lecture éclairée des notes chimiques de Christian Rosenkreuz, qui est un classique de 1616. Voilà. Aux éditions Cosmogone. Voilà, et donc c'est les éditions du Cosmogone qui ont bien voulu, et Lynn Pénisson en particulier, qui a bien voulu accueillir mon travail et qui m'a permis d'écrire mon premier ouvrage. D'accord. Voilà. Donc c'est un ouvrage un peu spécialisé, un peu difficile, pour les gens qui sont vraiment immergés dans la question. J'apporte quelques lumières, très modestement, mais ça permet de mettre le pied à l'étrier sur ce texte qui est un grand classique, les notes chimiques, qui a été beaucoup commenté, et donc je me suis permis d'amener quelques éclairages personnels, mais comme c'est un texte très, très dense, très, très touffu, finalement on m'a demandé d'écrire une suite. D'accord. Ok. Donc les clés de lecture des noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Voilà, les clés de lecture. Les clavicules, la notion de clé, c'est un terme qui est assez classique en alchimie. Il y a pas mal de textes qui se réclament des clés, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'accéder aux clés de l'hermétisme ou de l'alchimie. C'est le principe même de la lecture de la nature et des choses, c'est-à-dire des signatures du monde. Donc, par clé, il faut comprendre que la serrure est beaucoup plus vaste que la question hermétique. Bien sûr. Alors, les éditions Cosmogone ont sorti, il y a quelques temps maintenant, 3 ans maintenant, ils ont créé une revue qui s'appelle Matière à penser, voilà, que je vous montre là, qui est une revue qui est extrêmement bien faite, puisque l'ensemble des articles qu'on retrouve à l'intérieur, on pourrait carrément dire que c'est un livre, c'est pas une revue, c'est un livre. Et c'est thématique. Donc toi, tu as écrit dans plusieurs. Oui, pratiquement dans tous les numéros. Pratiquement dans tous les numéros sauf le premier. Et le dernier, c'était sur l'eau. Donc l'eau, source d'inspiration. Aux éditions Cosmogone, du Cosmogone, toujours. Voilà. Alors je parle beaucoup des éditions du Cosmogone parce que c'est un partenaire avec lequel on travaille régulièrement, et qui me fournit énormément de personnes comme Philippe pour pouvoir faire une interview avec eux. Donc je les recommande, c'est un très bon éditeur. Voilà. Donc là, tu as écrit sur l'eau. Voilà, alors ce qui m'a beaucoup plu, donc disons qu'à partir de mon premier ouvrage, je me suis un peu lié de sympathie avec l'éditrice, et qui m'a proposé de continuer notre partenariat, pour appeler les choses comme ça. Sur le principe de cette revue qui m'a beaucoup plu parce qu'elle est ouverte, elle est au-delà de tout dogmatisme. Tout ce qu'elle requiert, c'est un écrit sincère, personnel, sur une thématique par rapport à laquelle on pense avoir une petite compétence, qu'elle soit dans l'exercice pratique de la question ou bien dans une connaissance plus littéraire, plus abstraite, bref, qu'on puisse parler avec intérêt d'un thème. D'accord. Donc avec l'hermétisme et les nombreuses recherches que j'ai pu faire, voilà, il y a toujours une occasion de faire des développements sur une thématique. Voilà, c'était l'eau, le prochain ça va être sur les jardins. Les jardins. Jardins secrets, oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur les jardins. Voilà, donc c'est l'article qui sortira à nouveau dans le prochain numéro. Ok. Et on en arrive au cœur de notre interview. C'est le dernier livre que tu as écrit, donc c'est Sur la piste d'Hermès, les chercheurs de la substance. Voilà.
Alors raconte-nous. Alors, suite aux clés de lecture, qui est un ouvrage un peu spécialisé, j'ai eu envie de créer une espèce d'espace dans lequel des chercheurs, ou pas forcément des chercheurs, mais des lecteurs qui puissent être un peu sensibilisés à l'hermétisme et aux questions ésotériques, puissent bénéficier d'une approche plus large, plus souple, plus facile. Donc, on va dire qu'a priori, c'est un roman initiatique, un peu sur le modèle de... Enfin, le modèle, ça serait beaucoup dire. Mais quand j'étais jeune, j'étais un lecteur de Jules Verne. Quand j'avais une vingtaine d'années, je crois que j'avais lu 24 ou 25 romans de Jules Verne. D'accord. Et j'ai toujours été fasciné par l'articulation qu'il faisait entre la géographie, l'aventure humaine et des apports scientifiques pertinents et fondés. D'accord. Donc cette espèce de rencontre entre littérature et science, mais à travers aussi la géographie et puis l'humain. Donc en tant que lecteur de Jules Verne, j'ai essayé dans mon roman de proposer un parcours initiatique qui donne des éléments culturels sur les lieux qui sont traversés, notamment une géographie sacrée de la France, avec un débat philosophique entre les protagonistes, qui sont 4. D'accord. D'une certaine manière, chacun représente un des éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, par leurs caractéristiques psychologiques et leur démarche. Et l'idée, c'est de montrer comment l'humain et l'humain habité selon la thématique hermétique des 4 principes, avec une prévalence pour chacun de nous. On a des spécialisations. Oui, bien sûr. On peut prendre 4 éléments, on peut prendre les 7 notes de la gamme musicale. Nous avons développé chacun en nous des orientations, tout en gardant une ouverture sur l'unité, c'est-à-dire sur l'ensemble des choses. Donc c'est un roman qui est à tiroir, c'est-à-dire chacun peut y trouver, selon sa recherche, soit des éléments culturels, soit des éléments de la tradition, soit simplement une aventure. Un lecteur m'a dit, tiens, ça me rappelle quand j'étais jeune, le Club des 5. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Ok. Donc, alors, attends, je te coupe 2 secondes, parce que là, dans le 4e de couverture, il y a marqué, dans un précédent épisode, 4 amis, Frédéric, Émilie, Thomas et Ariane, avaient assimilé l'initiation alchimique des noces. C'est celui-là? Tout à fait. Donc celui-là aussi est écrit, c'est les mêmes personnages? Ce sont les mêmes personnages. D'accord. Le premier ouvrage se finit après 4 épisodes, à Notre-Dame de Paris. D'accord. Une initiation nocturne dans la cathédrale, selon un processus qu'on pourrait qualifier d'alchimique. Et comme le premier travail s'achevait là-dessus, il était facile de repartir et de proposer un développement qui va les amener à faire le Tour de France. D'accord. Le fameux Tour de France, selon un parcours initiatique dont on a la symbolique au début du livre d'ailleurs. D'accord. Alors, pourquoi sous forme de roman? Eh bien parce que, voilà, je suis en train de finir une étude sur le château d'Abadia, qui est sur la corniche basque, et nous sommes plusieurs à travailler là-dessus, et en ce moment, on est en train de débattre sur la façon de présenter ce travail. Et ce qui m'apparaît, parce que je suis un peu concordiste, j'essaie de rassembler des points de vue qui a priori sont différents, par exemple la science, la philosophie, la religion. Ce sont des domaines qui ont chacun leur pertinence, mais qui se tournent un peu le dos. Eh bien, dans la présentation du château d'Abadia, il y a une dimension traditionnelle qui a été gardée sous le boisseau. On ne parle que de l'aspect culturel, scientifique. Antoine d'Abadie était un vrai scientifique, c'était un académicien, quelqu'un de très brillant, linguiste, géographe, enfin un multicarte. Et on a laissé de côté l'aspect traditionnel. Donc les quelques amis avec qui j'ai travaillé sur la question de ce château ont des compétences en géographie sacrée, en géobiologie, moi en hermétisme, mais on ne pouvait pas s'en tenir à une présentation trop sèche. Donc, quand on présentera le château d'Abadia, il y a un petit parcours initiatique, c'est-à-dire une aventure humaine, qui est la narration par un des personnages de sa rencontre avec le château. Là, c'est pareil, les 4 personnages dans le roman disent, comme le faisait Jules Verne, ils disent la science, ils disent la géographie, ils disent l'humain, mais c'est proposé sur une forme un peu onirique, un peu souple, pour pas que ça fatigue le lecteur. D'accord.
Voilà. Donc, à ton avis, on peut qualifier ça de roman initiatique. Oui. Le roman initiatique est un bon moyen d'entrer dans ce monde qui est touffu et compliqué quand même. Alors, c'est le reproche qu'on me fait à l'hermétisme, personnellement. D'où le nom. Voilà. D'où le nom. Hermétisme. Mais oui, il n'y a pas de hasard. Donc, moi, ça fait 40 ans que je travaille sur des textes avec un parcours un peu réglé dans une école. Tout le monde ne peut pas se permettre ça. Mais il y a des choses très simples qu'on peut comprendre parce qu'elles sont en nous, elles sont dans la vie, elles sont dans le réel. Et donc, il faut pas laisser ça dans un coin. Oui. Comme pour la science, il ne faut pas dire c'est trop compliqué, je ne comprendrai pas. Tous les domaines méritent d'être approchés avec une certaine simplicité pour une simple raison, c'est que les lois fondamentales du réel, de l'univers ou ce qui nous constitue, c'est toujours les mêmes lois qui reviennent. Bien sûr. Donc nous sommes un microcosme et nous pouvons comprendre, si nous nous comprenons, le macrocosme. Voilà. Donc pourquoi pas se permettre cette approche romancée, un peu souple, qui permette de rêver et qui trouve un chemin entre rationalité et ce qu'on pourrait appeler des raisons ou folie, puisque très, très facilement on se débarrasse de ces questions en disant bon, il fume la moquette. Oui. Voilà. Et maintenant on peut fumer la moquette, être très sérieux, et il y a à l'heure actuelle des scientifiques qui s'intéressent à ces domaines mais qui ne le disent pas. D'accord. Mais je pense qu'on est dans une époque où, moi quand j'ai commencé mes études rosicruciennes il y a 40 ans, parler de karma, de réincarnation était regardé de travers. Oui, bien sûr. Parler de méditation ou d'approche holistique des choses, on était regardé de travers. Tout à fait. Et bien maintenant, dans la culture commune, c'est classique. C'est classique. Ouais. Donc voilà, il faut trouver une voie de passage pour rapprocher les domaines et permettre cette approche holistique qui permet à chacun d'avoir une spécialité tout en se retrouvant au centre de quelque chose. Et ce centre-là, c'est le cœur de l'humain, c'est le cœur du réel, c'est le cœur de la nature, voilà. Alors, comment ça se passe quand on écrit un roman initiatique? Parce que, à la base, je suppose, à la base, tu as certaines, on va dire, données historiques, mystiques et autres que tu veux faire passer. Oui. Et après, il faut faire un scénario qui va te permettre de naviguer là-dedans. Voilà. Alors c'est une question qu'on m'a posée récemment. Comment ça se passe? Oui. Oui. Bah oui, c'est... Alors, c'est particulier de répondre à cette question parce que moi j'ai voulu écrire depuis toujours. Quand j'avais 18 ans, j'avais des facilités d'écriture. Ouais. Et je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que je n'avais rien d'intéressant à raconter. D'accord. J'ai attendu. Et puis, j'ai accumulé comme ça des matériaux d'expérience, des matériaux abstraits, enfin théoriques, etc. Donc, je suis en quelque sorte porteur de ma démarche. Oui. Donc, de ce point de vue, c'est facile d'écrire parce qu'on a beaucoup de choses à dire potentiellement. Oui. Après, pour construire, bon, ben là, c'est un travail alchimique. Oui. Voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans le travail d'écriture, ben, on appartient un peu à ce travail-là, ça veut dire qu'on se réveille la nuit, il faut prendre des notes, on se rendort. Le matin, on dit, tiens, ça me paraissait clair, ça l'est moins. Et puis, on fait des découvertes. Je pourrais même dire que le ciel nous guide quelque part. Il y a des choses qui se produisent, qui font que quand on taquine une question, si c'est sérieux, elle va nous répondre. Le réel nous répond. Le ciel nous répond. Et donc, une fois qu'on se met au boulot, eh ben, ça démarre. C'est un processus, une effervescence qui se produit. Mais il faut aussi après beaucoup travailler dans la documentation, il faut aller sur le terrain, il faut faire des enquêtes par internet, il faut rencontrer des gens pour avoir la matière littéraire, le contenu culturel ordinaire, pour ensuite insérer ce qu'on veut dire et qui est plus profond. Donc c'est une sorte d'édifice à étages. Il y a du culturel, il y a de l'ésotérique, voilà, il y a du scientifique. D'accord. Je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, les téléspectateurs le savent, j'en dis toujours. Comme tout le monde. Donc au début, quand tu entames l'écriture d'un bouquin comme ça, au début tu as on va dire les données scientifiques pour raccourcir, les données scientifiques que tu veux faire passer. Après tu as un fil conducteur de l'histoire, et après tu essaies de raccrocher les données scientifiques dans le fil conducteur pour que ça se tienne. Oui. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça.
Alors la particularité de ce genre d'entreprise, de ce genre de mode romanesque, à la Jules Verne, c'est que la géographie est un fil conducteur. Une fois qu'on a construit le parcours, qu'on sait où on veut aller, où amener le lecteur, finalement on suit le fil géographique et on se sert de cette trame du lieu pour amener des éléments en rapport avec le lieu. Donc par exemple, comme par hasard, les aventuriers, les héros passent par Arcachon et donc ils vont explorer des aspects du bassin, ils vont ensuite aller dans les Alpes. Donc ça c'est un support concret, tangible, géographique, culturel. Et là-dessus, ils ont des séminaires, ils discutent entre eux, ils ont des débats, ils font des rencontres sur le terrain, des choses qui leur parlent. Comme par hasard, il y a des synchronicités qui se produisent. Et donc, on développe, quand on a le plan d'ensemble, on développe pour chaque cas, au fur et à mesure, des contenus qu'on veut transmettre. D'accord, mais il faut quand même, puisqu'on est dans un roman, il faut quand même créer des rebondissements. Et c'est ces rebondissements qui vont t'emmener d'un point de la France à l'autre. Alors, oui, un ami m'a dit, il manque un peu de suspense dans ton ouvrage. Voilà, c'est-à-dire, mais bon, on ne sait pas forcément où ils vont aller. On en a un peu la direction, mais c'est ce qu'ils vont vivre qui va faire quand même qu'à chaque fois, il y a de la nouveauté. D'accord. Mais après, c'est le lecteur qui le dira. Moi, ça c'était mon intention. Non, mais ce qui était intéressant, c'est de comprendre la démarche de l'auteur. Comment est-ce qu'on construit autant pour un roman, je pense que tu as une idée de départ et tu laisses filer ton idée parce que tu ne sais pas où tu veux aller. Alors que là, dans un roman initiatique, tu sais où tu veux aller puisque tu connais déjà, toi, les données scientifiques, mystiques, historiques que tu veux faire passer. Donc c'est pas la même démarche que d'écrire un roman. Alors ça, je sais pas si c'est aussi facile pour un roman qui n'aurait pas l'ambition pseudo-scientifique ou hermétique. Moi, je crois que tous les écrivains, j'ai pas beaucoup discuté avec d'autres écrivains, mais je sais que par exemple, il y a des textes classiques qui ont été écrits, l'auteur avait dans sa tête tout ce qu'il allait dire. Ah d'accord. Il y a des romans du 19e, Balzac et autres, avaient une construction qui était dans leur tête, et ils n'ont fait que recopier, avec la qualité d'écriture, avec l'inspiration littéraire, mais ils n'ont fait que recopier ce qu'ils avaient déjà bâti dans leur tête. Il ne faut pas se tromper, le métier d'écrivain, c'est pas je me lève et puis je regarde l'ambiance et l'atmosphère et j'écris. C'est pas du tout ça, c'est un vrai métier. On se met au travail le matin vers 8-9 heures, on travaille jusqu'à midi, on reprend 2 heures jusqu'à 5-6 heures. Il y a un côté tâcheron dans l'écriture. On appartient à l'entreprise d'écriture. Donc voilà, c'est un mix. Alors, je crois que le problème, c'est qu'on a beaucoup d'idées qui viennent, il faut trier et garder ce qui est pertinent, ce qui va pouvoir rentrer dans le cadre. On a souvent plus d'idées qu'il ne faut en écrire. Oui, d'accord. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Oui, ça c'est important. D'où l'intérêt d'un schéma directeur au départ. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant dans le roman initiatique, c'est comme une initiation, c'est-à-dire on sait où on va aller, mais on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Et quand on reçoit une initiation, c'est pareil. Voilà. On a un but, on a une intention, on sait à peu près dans quelle direction on va aller, mais l'initiation, c'est de le vivre et d'avoir la surprise du contexte, de ce qu'on va découvrir dans le moment. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pas réservé aux sociétés initiatiques. Je crois que la vie est une initiation. Tout à fait. On est entièrement d'accord là-dessus. Ok, bon. Ok. Donc là, on va dire le tome 3, il va exister. Tu sais où c'est lié au truc que tu es en train de faire maintenant avec le château? Alors le château d'Abadien, non, c'est une recherche annexe. D'accord. J'attends que, en quelque sorte, le ciel me guide. Voilà, j'ai mis 40 ans à écrire, alors que j'en avais l'intention à 18 ans. La suite, je ne sais pas. S'il se produit quelque chose, j'écrirai ou pas. Est-ce que la fin du livre clôture vraiment l'histoire, où on peut générer une suite derrière? Oui. Ça laisse une ouverture sur une suite. Bien sûr. D'accord. Alors pour tout dire, puisque tu me pousses un peu dans mes retranchements, oui, je suis là pour ça. j'avais
envisager une suite parce que j'ai quand même beaucoup voyagé. Je crois que je dois être à une trentaine de voyages dans le monde, notamment à Noria, une quinzaine de voyages à Noria. Donc mon ambition, si j'en avais une, ça n'est pas encore une, aurait été d'amener le lecteur au-delà de la France. Voilà. Hein, les parties du contexte hexagonal, l'idée, ça serait, parce que j'ai quelques carnets de voyage, d'amener le lecteur à travers beaucoup de pays que j'ai découverts, en Europe, en Orient beaucoup, un petit peu en Amérique, donc de faire voyager plus loin, c'est-à-dire de suivre mon maître Jules Verne, parce que lui c'est un maître, il écrit 80 romans, il a fait voyager, c'est considérable. C'est considérable, et je suis un grand admirateur de son écriture, comme de Victor Hugo, etc. Oui, bien sûr. Ok Philippe, eh ben, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qui est déjà achevé. Voilà, enfin, achevé, mais est-ce que c'est achevé? C'est ça. Quand on a fini d'écrire, est-ce que l'écriture est finie, mais est-ce que c'est achevé? Je crois qu'il y a aussi dans l'écriture le fait que on lit, on relit, et chaque fois, finalement, on se rend compte que l'écriture était peut-être fixée, mais la lecture n'était pas achevée. D'accord. Voilà, donc ça c'est achevé en termes d'écriture, mais en termes de lecture ou de suite, c'est toujours renouvelé. Moi je relis des livres, par exemple je relis l'Agni Yoga, voilà, Enseignement d'Elena Roerich, il y a 18 petits ouvrages, c'est achevé, et en même temps j'en suis à la deuxième relecture, je lis 1 ou 2 pages par jour, et je me dis mais je n'avais jamais lu ça. Donc qu'est-ce qui est achevé? Je ne sais pas. Ok, d'accord. Ben, écoute Philippe, merci beaucoup de toutes ces explications. Merci de nous avoir reçus chez toi dans ton intimité, de nous avoir fait partager ces moments. Et puis pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux téléspectateurs? Oui, ce que je voudrais dire c'est que si j'ai écrit ces ouvrages et si je suis allé dans la transmission de ce long chemin que j'ai fait avec l'hermétisme et qui n'est pas fini, c'est parce que nous sommes à une époque qui est cruciale, nous sommes dans un grand moment initiatique, et l'humanité est déchirée entre son destin matériel, pour dire les choses comme ça, et sa réalité intime qui est beaucoup plus que matérielle, c'est-à-dire, dans ma conception des choses, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme, et l'Occident, l'humanité contemporaine, c'est un peu trop consacré simplement à la partie matérielle, et il est grand temps de revenir à la partie psychique, à la partie spirituelle, et de reprendre contact avec notre planète, la Terre, qui souffre terriblement du sort qu'on lui fait endurer. Et donc si un peu de sagesse peut être transmise, l'idée, c'est juste ça. Ok, d'accord. Bah écoute, merci Philippe. Avec grand plaisir. Chers amis, vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Le Coin du Bouquin. L'aventure va se terminer maintenant, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant.
Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.